est déjà au deuxième épisode, donc on peut dire que c'est vraiment un rendez-vous maintenant. Rendez-vous au cours duquel on a, le plaisir d'inviter dans notre canapé rouge nos partenaires privilégiés et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Jérémy de LinkedIn. Alors bien installé chez Watt? Bonjour Laure, bonjour à tous. Écoute, très bien installé, hein, la promesse du canapé rouge confortable est tenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Tu nous racontes un peu, ce que tu fais chez LinkedIn? Ouais, bien sûr. Alors moi, j'ai rejoint LinkedIn il y a maintenant 6 ans. Le temps passe, très vite. Chez LinkedIn, je suis responsable grand compte, c'est-à-dire que j'accompagne, des grandes entreprises françaises, dans leur stratégie LinkedIn et notamment leur stratégie RH. Donc on va, beaucoup reparler des enjeux d'attractivité, de formation, de développement, des carrières, mais c'est bien mon rôle chez LinkedIn et auparavant, j'avais, travaillé pendant 5 ans, chez Accenture, également en lien avec des problématiques de développement des talents et des organisations. Super, bon, on est ravis de t'avoir avec nous. Alors sachez que nous avons aussi Lucille qui est connectée, dans notre studio parallèle pour, pouvoir, répondre aux questions, à la fin du webinaire. Bonjour à tous. Bonjour Lucille, Mhm. et on va commencer tout de suite. Alors ça part de là. Pour rappel, en fait, ce webinaire n'a pas vocation à raconter ce qu'est l'IA et l'IA générative. On va pas vous faire offense, on imagine que vous connaissez déjà, tout ça très bien. Là, ce qu'on veut évoquer aujourd'hui, c'est, quelles sont les conséquences pour les entreprises et pour les métiers et surtout, comment appréhender ces changements, dans le cadre de son entreprise, et dans le cadre de l'évolution de ces métiers. Donc ça part de là, comme tout changement, ça peut être un peu game changer et pardonnez-moi ce petit parallèle, ceux qui me connaissent, savent pourquoi. Parallèle avec Antoine, Antoine Dupont évidemment, qui a été, véritablement game changer en rejoignant, l'équipe de rugby à 7. On connaît le succès puisque, effectivement, on a gagné une médaille aux Jeux Bien olympiques, sûr. donc c'est un peu grâce à lui, hein, donc voilà, tout ça. Hem, donc après cette petite aparté, sportive, on va, évoquer un chiffre, que tu voulais nous partager. Donc 70 des compétences qui auront évolué, d'ici 2030. Alors, que les compétences métiers évoluent, ça c'est normal, mais 70 c'est beaucoup. Comment tu peux dire ça? Oui, alors, déjà et tu as raison de le rappeler, hein, on est déjà à l'an 2 de l'IA. Ça fait déjà 2 ans que, ChatGPT a démocratisé l'arrivée de, cette nouvelle technologie, dans notre quotidien et notamment professionnel. Et il y a déjà beaucoup de choses qui se sont passées. Les entreprises ont déjà largement commencé cette acculturation. Les professionnels ont déjà commencé à utiliser dans leur quotidien, cette technologie. Et donc aujourd'hui, l'objectif, c'est plutôt de vous encourager à passer à l'étape d'après. C'est vraiment de ça dont on va parler aujourd'hui. Comment, à partir de cette nouvelle donne, on va réinventer les métiers que les uns et les autres, on va exercer demain. D'accord. Et donc, comme tu le dis, on va partir de ce chiffre qui est assez éloquent. 70% des compétences associées à un emploi auront évolué d'ici 2030 par rapport à 2015. D'accord. Donc, ce n'est pas par rapport à 1990, hein, c'est vraiment en l'espace de 15 ans, sous l'impulsion d'une nouvelle technologie telle que l'IA, les compétences associées au métier vont changer. Donc, dans ce 70%, il n'y a pas que l'IA, évidemment. On peut aussi parler de l'importance des compétences vertes qui vont également transformer les métiers. Mais dans ce 70%, effectivement, il y a beaucoup d'IA, il y a beaucoup d'impact de l'IA. Cette prévision de LinkedIn, elle est tout simplement issue de nos équipes, hein, de nos économistes qui utilisent la donnée de LinkedIn. Il faut savoir qu'aujourd'hui, hein, il y a plus d'1 milliard de gens sur LinkedIn dans le monde, plus de 68 millions d'entreprises exactement. Et donc, LinkedIn est en quelque sorte un observatoire du futur du travail. Ça a toujours été le cas. Si vous regardez les dernières années, c'est aussi sur LinkedIn qu'on a vu émerger tous les sujets d'actualité tels que le télétravail, par exemple, l'hybridation du travail, la montée grandissante des sujets autour de la diversité, de l'inclusion, également de l'intergénérationnel. C'est la première fois que 4 générations se côtoient au travail. Donc, c'est bien sur LinkedIn, c'est bien sur ce réseau professionnel que les tendances du marché de l'emploi, du marché du travail, naissent et évoluent. Et en tant qu'observatoire, on a la possibilité effectivement de orienter, de partager avec les entreprises
les tendances qu'on voit émerger et qui font l'actualité des discussions dans les débats professionnels. D'ailleurs, effectivement, on vient de publier notre dernier rapport il y a quelques semaines sur les tendances globales des talents qui est disponible, hein. Si vous le recherchez en ligne, on pourra également vous le partager. Il y a la version française qui sera également partagée à partir de la semaine prochaine. Et en réalité, dans ces tendances, on partage avec l'ensemble des professionnels et des entreprises ce qui fait l'actualité. Et donc cette position d'observatoire, elle est assez unique. LinkedIn est aujourd'hui le seul réseau qui rassemble autant de professionnels et d'entreprises dans le monde. Et donc, ça permet effectivement d'avoir une sorte de boussole pour essayer de mieux comprendre ce qui arrive. Et donc, dans le cadre de l'IA, on revient à notre sujet du jour, effectivement un impact majeur sur l'évolution des compétences et donc l'évolution des métiers que les uns et les autres on va exercer dans les années à venir. Alors, je reviens sur ce que vient de dire, Jérémy. N'hésitez pas effectivement à nous demander, et à nous solliciter si vous souhaitez, obtenir ce rapport, qui est donc, tout à fait, updaté, récemment. Nous, on l'utilise beaucoup, hein, on va pas se mentir, dans le cadre de nos recommandations. C'est très précieux comme données. Donc, effectivement, l'IA qui a un gros impact, et on le sait, hein, ça, c'est un gros, game changer pour les entreprises. C'est catalyseur, j'arrive pas à le dire ce mot, de transformation. En quoi concrètement ça a une incidence sur, Ouais. les entreprises? Alors, je reprends, hein. Effectivement, on est à l'an 2 de l'IA et en même temps, c'est pas une technologie nouvelle. On est à l'an 2 de l'IA générative notamment, Mmh. qui va Ouais, réellement bousculer et tout réinventer, tout simplement parce que ChatGPT a démocratisé cette technologie. Mais ça fait plusieurs années, qu'on parle d'IA. ouais, Il y a tout un ouais. tas d'entreprises qui, travaillent avec de l'IA depuis un certain temps. C'est pas cette technologie qui est nouvelle, c'est la manière dont, on est en train de la démocratiser qui va réellement avoir un impact sur la transformation des entreprises dans les années à venir. Première partie, effectivement, impact sur les business models. C'est-à-dire que des entreprises, aujourd'hui, vont pouvoir réinventer leur business model, voire vont se faire disrupter potentiellement par des entreprises qui vont apporter dans leur usage la technologie de l'IA. On peut citer Google à proprement parler. La réalité, c'est que la manière dont on fait des recherches sur Internet, le business model hein, de Google est potentiellement en train d'être disrupté par l'arrivée du fait que OpenAI a lancé Search dans son outil également et que peut-être cela aura un impact significatif sur les revenus de Google dans le futur. On peut aussi imaginer que toutes les entreprises de SaaS dont on fait partie vont également voir leur business model évoluer. Aujourd'hui, on était sur un modèle de facturation à la licence, à l'utilisateur. Demain, peut-être qu'on fera évoluer ce modèle par une facturation à l'usage des fonctionnalités IA. D'accord. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que d'un point de vue entreprise, cette technologie a un impact suffisamment conséquent pour repenser eux-mêmes les business models. À nouveau, ce n'est pas parce qu'une entreprise avait un business model très clairement établi qu'elle ne va pas pouvoir se faire concurrencer. Et puis, c'est pas parce qu'une entreprise avait déjà trouvé un business model stable et solide qu'elle ne peut pas imaginer avec l'IA d'autres business models. Donc cet impact-là, il est déjà significatif. Pour reprendre Google, hein, ils expliquent eux-mêmes qu'aujourd'hui, 25% de leur code, de l'ensemble du code, est généré par de l'IA. Et d'ailleurs, 55% des nouveaux codes générés pour Google sont générés avec de l'IA. Donc en fait, l'IA est déjà là, à nouveau, on est à l'année 2. Il faut désormais penser à l'après. Et l'après, il est aussi en lien avec l'évolution des métiers. Mmh. Ce qui est particulier avec cette technologie, plus que d'autres, par le passé, on a vu l'arrivée de la réalité virtuelle, de la blockchain, mais qui concernait finalement que quelques métiers, pas tous les métiers dans l'entreprise. Ce qui est particulier avec l'IA, c'est qu'on va avoir un impact systémique. Potentiellement, l'ensemble des métiers de l'entreprise peuvent être augmentés demain par de l'IA. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui fait que au niveau de l'entreprise et au niveau individuel, il faut se poser la question de la manière dont on a envie de réinventer nos métiers à l'aune de l'arrivée de cette technologie. Donc, hop, effectivement, là, c'est la question, récurrente.
face à un changement, et puis en plus, là, tu viens de dire impact sur les business models, des business models qui sont déjà installés. Aïe, 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 j'ai peur. Donc effectivement, face à un changement, menace ou opportunité, c'est la vraie, bonne question. Bon, bah, nous, on est convaincus évidemment que c'est une opportunité positive de faire évoluer les métiers. Tu nous en dis un petit peu plus? Oui, absolument. Enfin, nous aussi, on est absolument convaincus que c'est plus une opportunité qu'une menace. On a repris la citation de Simon Sinek, hein, qui dit que, en gros, il ne faut pas avoir peur du futur. La seule, raison d'avoir peur, c'est d'essayer de l'éviter. On est assez convaincus chez LinkedIn qu'il faut y voir ici une opportunité à bien des égards. Mais ce qui est important, c'est que l'IA, quelle que soit la manière dont on va l'utiliser, ce sera d'abord un outil, d'accord? Dans le meilleur des cas, un assistant. L'arrivée des agents IA montre à quel point, effectivement, cette notion d'assistant, on aura tous demain des assistants finalement. C'est ça qui est assez excitant d'imaginer, c'est que quel que soit notre métier d'aujourd'hui, potentiellement, demain, on va avoir un assistant qui va nous aider à le faire mieux. Ce qui est intéressant avec l'IA, c'est que en termes d'opportunités, on peut imaginer plusieurs choses. On peut imaginer déjà faire plus avec moins. Dans un contexte où effectivement la tension économique Mmh. réapparaît sur les marchés, les enjeux de productivité sont assez forts. Faire plus avec moins, c'est déjà une très belle promesse. On va pouvoir également faire de nouvelles choses. C'est ça qui est intéressant et on va y revenir. Finalement, si on a du temps à dégager, comment on va réutiliser ce temps? Potentiellement, on va l'utiliser pour faire de nouvelles choses. Donc la promesse, elle est assez grande, elle est assez forte, mais il faut y croire. Et moi, je suis plutôt un optimiste de l'IA et c'est aussi pour ça que on a voulu organiser avec vous ce webinaire aujourd'hui, tout simplement parce que, en fait, tout est prêt, tout est disponible pour envisager la réinvention de ces métiers et se saisir dès maintenant de cette opportunité, parce que c'est effectivement de ça qu'il s'agit et c'est à nous de décider. D'accord? On ne va pas forcément se laisser guider par la technologie, on va essayer de l'orienter pour s'assurer que ça corresponde aux choix qu'on a envie de faire. Le choix de l'entreprise, mais aussi le choix des individus qui exercent ces métiers. Et donc, on va pouvoir voir comment. Bah, oui, parce que, OK, c'est une opportunité, mais on ne sait pas forcément par, où commencer. Donc, bah, Jérémy, qu'est-ce que tu nous proposes? Par quoi on commence? Alors, par quoi on commence? Déjà, à nouveau, c'est important de s'assurer que la phase d'acculturation dans les entreprises est bien engagée. Quand je parle d'acculturation, c'est vraiment cette capacité à faire comprendre à l'ensemble des collaborateurs dans l'entreprise de quoi on parle quand on parle d'IA. J'ai l'espoir qu'à ce stade, après l'an 2 de l'IA, cette phase d'acculturation soit largement engagée et que tout le monde est prêt à passer à l'étape d'après. Et l'étape d'après, elle devient particulièrement intéressante parce que c'est l'idée de se dire, bah, une fois qu'on a compris cette technologie, cette opportunité, et peut-être que tous les outils ne sont pas encore disponibles, prêts et 100% aussi efficaces que ce qu'on attend. Mais ça n'empêche pas de commencer dès maintenant une phase essentielle de réflexion, qui est de se dire, bah, finalement, c'est quoi mon métier aujourd'hui? Quelles sont les tâches qui m'occupent au quotidien? Quelles sont les compétences que je mets en avant pour réaliser mon métier? Et ça, je vous invite vraiment, et je vais vous donner ensuite un exemple avec le métier de recruteur qu'on connaît bien chez LinkedIn, je vous invite vraiment à vous poser, à déjà, dès maintenant, commencer à vous poser et à décomposer finalement l'ensemble des tâches que vous exercez au quotidien, voire peut-être à vous réunir avec des personnes avec qui vous avez une dépendance forte, c'est-à-dire que tous les jours, bah, vous échangez avec ces personnes, donc quelque part, ils font 100% partie de votre métier, et commencer à décomposer ces tâches pour essayer de voir parmi l'ensemble de ces tâches, quelles sont les tâches qui sont répétitives, quelles sont les tâches qui sont particulièrement chronophages, quelles sont les tâches que vous appréciez particulièrement faire, qui sont des tâches à valeur humaine, et donc commencer à poser à plat cette décomposition des tâches qui est finalement le reflet de votre métier. Et puis, à côté de chacune des tâches, essayez d'identifier quelles sont les compétences que vous mettez en avant pour les réaliser. Première partie, réflexion. Ensuite, projection. Une fois que vous avez bien compris quelles sont l'ensemble des tâches que vous réalisez et que vous avez compris quel est le potentiel de l'IA et des outils d'IA en termes d'automatisation, de gain de temps, commencez à vous poser la question de quelles seraient les tâches qu'on pourrait automatiser avec des outils d'IA. Quels sont les outils qu'on pourrait utiliser pour accélérer la réalisation de cette automatisation? Et puis tester.
Parce que la réalité, c'est que pour, mesurer, l'ampleur du phénomène et de la capacité de cette nouvelle technologie à réinventer nos métiers, il va falloir tester. À nouveau, je le dis, tous les outils ne sont pas prêts. Pour autant, il existe déjà des outils sur certaines tâches qui sont très matures et si vous vous intéressez, au quotidien à l'arrivée des outils de ce type, il y en aura, tous les jours désormais et ça va relativement vite. Réfléchissez, rappelez-vous de ce que savait faire ChatGPT il y a 2 ans et ce que sait faire ChatGPT maintenant, l'accélération est phénoménale. Donc cet exercice de projection et de test, ça sert à rien de l'attendre trop longtemps non plus, tout simplement parce que des premiers outils sont déjà là, ils fonctionnent déjà et la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont évoluer assez vite. Donc par quoi on commence? Pour répondre à ta question, bah, une fois qu'on a bien compris, qu'on s'est bien formé, qu'on a bien été acculturé, on commence à réfléchir, on commence à se projeter et on commence à tester. Et alors justement, je voulais revenir sur un exemple, le métier du recruteur, qu'on connaît bien évidemment chez LinkedIn, mais la réflexion, elle est la même pour tous les métiers, vous allez le voir. Déjà, si on pose la question à n'importe quel recruteur aujourd'hui de savoir, quelles sont les tâches et les activités dans son quotidien qu'il adore, qu'il préfère le plus, forcément, il va, citer toute la phase d'identification et de compréhension du besoin avec le manager qui recrute, pour bien comprendre quel est le poste, quelle est la mission, voire passer du temps avec l'équipe pour comprendre dans quelle équipe le futur candidat va, arriver et être mieux en capacité de l'expliquer, à tous les candidats avec qui il va discuter. Donc, première phase d'interaction avec le manager, son équipe et l'entreprise. Et puis aussi, il va particulièrement apprécier la phase d'échange, en entretien avec le candidat pour essayer de voir si le profil est adéquat, et finalement cette dimension où le recruteur a un impact sur la carrière d'un candidat potentiel, ça fait aussi partie des activités que les recruteurs adorent dans leur quotidien. Maintenant, si on leur dit: «Bah, maintenant dis-moi ce qui est un peu moins réjouissant, dans ton quotidien», il y a forcément des tâches qui vont être un peu moins, enthousiastes, qui vont être moins réjouissantes, qui te prennent du temps. Explique-moi ça. Donc là, ils vont te dire: «Bah, en fait, j'ai un tri de CV, phénoménal, à faire, tous les jours. Il faut que je contacte des, candidats, il faut que je les relance parce qu'ils ne me répondent pas la première fois, il faut que je les enregistre dans un CRM». Tout ça, c'est des tâches qui me prennent beaucoup de temps et qui me réjouissent beaucoup moins. Eh bien, finalement, c'est exactement ça le travail qu'il faut réaliser. Et LinkedIn l'a fait pour le métier du recruteur et on vous invite à le faire pour votre métier aujourd'hui, hein, quel que soit le métier que vous avez, de finalement décomposer l'ensemble des tâches ici du recruteur, hein, par exemple, depuis l'identification, la définition du rôle dont on a besoin pour l'entreprise, jusqu'à la validation du profil et du recrutement. Vous voyez, il y a un certain nombre d'étapes qu'on peut décomposer et pour l'ensemble de ces, tâches, pour l'ensemble de ces étapes, un certain nombre de tâches associées. Et l'exercice que, on vous propose de commencer dès maintenant à faire, qu'on vous encourage à faire, c'est de regarder dans ces tâches, quelles sont justement les tâches qui vont être répétitives, quelles sont les tâches qui sont potentiellement automatisables et quelles sont les tâches à valeur humaine que vous avez envie de continuer à faire parce qu'elles sont réjouissantes et parce que vous prenez plaisir à le faire. Et c'est à partir de ça que finalement vous allez pouvoir commencer à réinventer votre métier et vous dire: «Bah tiens, si demain, je prends telle tâche répétitive dans, telle partie du process. J'imagine qu'avec tel outil d'IA, je vais pouvoir, passer beaucoup moins de temps à le faire parce que, l'outil va m'aider à le faire. Du coup, je vais récupérer du temps. Où est-ce que je vais mettre ce temps si j'en ai davantage?» Et vous voyez qu'en faisant finalement cet exercice de projection assez simple, vous allez pouvoir déjà commencer à vous projeter. Et l'étape d'après, comme je le disais, c'est effectivement de tester. Il y a déjà des outils disponibles et puis il y en a plein de nouveaux qui vont arriver. L'important, c'est de se dire que dès maintenant, il faut commencer ce process d'anticipation et de réinvention, tout simplement parce que vous serez d'autant plus maître de la direction que vous allez prendre. Et juste pour terminer, effectivement, on a calculé que sur une semaine d'un recruteur, il y avait en moyenne 20 heures consacrées à des tâches opérationnelles. Et c'est sur ces 20 heures qu'il y a réellement matière à se dire comment l'IA va nous permettre de gagner du temps et de finalement réutiliser ce temps pour le passer sur des activités humaines qu'on adore faire et qu'on adore parce que c'est ça finalement la valeur de notre travail. Belle promesse, hein, pour nos recruteurs, qui vont, pouvoir se concentrer sur ce qu'ils aiment faire, c'est-à-dire, finalement la relation humaine. Tu as d'autres conseils, d'autres bonnes pratiques à partager sur cette phase de réflexion?
Oui, absolument. En fait, je trouve qu'au-delà de, prendre le temps de décomposer et de se dire: «Bah, on est à un moment, incroyable d'avoir l'opportunité de réinventer son métier», j'ai envie de rappeler deux conseils essentiels. Ça fait longtemps qu'on dit: «Remettons l'humain au cœur, remettons l'humain au cœur, remettons l'humain au cœur des politiques RH, des process, des pensons collaborateurs d'abord» et cetera et cetera. Je suis convaincu que c'est vraiment une occasion de remettre l'humain au cœur. À nouveau, pourquoi, l'IA, c'est plus une opportunité qu'une menace? Parce que finalement, ça va nous permettre de demain faire des métiers, et de faire ce qu'on aime vraiment dans ces métiers, d'accord? À nouveau, l'exemple du recruteur, ce qu'on aime vraiment, c'est le contact humain, passer du temps avec les managers d'abord, passer du temps avec les candidats, ça, on adore. Ce qu'on aime moins, c'est toutes les tâches administratives et répétitives. Profitez-en, profitez de cette phase de réinvention pour remettre vraiment l'humain au cœur. Vous-même d'abord, hein, quand je dis l'humain, c'est la personne qui fait son métier, mais aussi la personne avec laquelle vous allez travailler. Finalement, ce qui est enthousiasmant avec cette technologie, c'est qu'on va passer plus de temps ensemble et moins de temps à faire des choses où on est tout seul à les faire, parce que de toute façon, c'est tellement administratif et répétitif qu'il faut juste passer du temps derrière son ordinateur. Donc c'est ça qui est intéressant. Le conseil, c'est de vraiment se projeter dans un futur où l'humain est au cœur. Et puis le deuxième conseil qui est essentiel, je le disais, la phase d'acculturation, elle doit normalement largement être commencée, entamée, mais finalement, elle va se continuer encore un certain temps. Voire même, elle ne s'arrêtera plus, tout simplement parce qu'il faut réellement prendre l'habitude de se dire vis-à-vis de cette technologie, comment je reste à jour? Comment, au-delà d'avoir compris, que c'est une opportunité en soi, comment je fais en sorte que dans mon rôle en particulier, je saisis très clairement l'ensemble de la valeur que cette technologie va pouvoir m'apporter. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est aussi, hein, d'un point de vue formation, de se dire que plus on va se former à utiliser cette technologie, plus, comme je le disais, ce qui va rester, c'est de l'humain. Et ce qu'on voit aussi, c'est que, l'importance de développer les compétences humaines est essentiel aussi aujourd'hui. Si on reprend l'exemple du recruteur, bah, on sait qu'une fois qu'il aura automatisé, un certain nombre de tâches répétitives, les compétences sur lesquelles il va être attendu, c'est des compétences humaines. Donc on va attendre de lui d'être particulièrement bon, pardon, en communication, en, empathie par exemple. On va attendre de lui qu'il soit, curieux, qu'il soit, adaptable. Ça, c'est réellement des compétences sur lesquelles il y a très peu de chances que la machine nous remplace. Donc il n'y a pas aucune peur à avoir. Mais pour autant, il faut prendre l'opportunité de se former sur, ces compétences humaines également. Mmh. On va reparler après, de formation, grâce à LinkedIn. Avant ça, finalement, intégrer l'IA pour une entreprise, c'est peut-être le nouveau baby-foot, de l'employeur, si on caricature un peu les choses? Ou c'est un peu plus que ça peut-être? Oui, alors évidemment, c'est beaucoup plus, que ça, mais je vois ton point quand tu dis en fait, c'est une façon de se différencier. Il faut vraiment que les entreprises comprennent aujourd'hui que et on va le voir ensuite, mais d'un point de vue candidat ou collaborateur, les entreprises vont se différencier sur le curseur qu'elles vont mettre entre Mmh. automatisation et humanisation et elles ont le choix de ce curseur. Enfin, pour autant, il faut déjà commencer à réfléchir où est-ce qu'elles ont envie de le positionner. Et peut-être que d'ailleurs, les entreprises ne feront pas le même choix. Peut-être que des entreprises dans le même secteur mettront le curseur à des endroits différents, parce qu'en lien avec, leur culture, leurs valeurs. Il y a certaines tâches sur lesquelles elles ne voudront jamais aller vers l'automatisation. Et c'est OK. Et dans le temps, on verra, comment se distinguent aussi, les entreprises en fonction du curseur qu'elles auront mis, sur ce sujet. Mais pour revenir, aux sujets RH, dont on a l'habitude de traiter, qui sont en lien avec la marque employeur, et là je parle effectivement d'attractivité, de formation et de gestion des carrières. Les entreprises vont aussi avoir la possibilité de se différencier et on les encourage dès maintenant à se poser la question, sur quels sont les éléments de marque employeur qu'elles vont vouloir mettre en avant auprès des candidats pour les attirer. Aujourd'hui, je suis un candidat, je vais préférer rejoindre une entreprise qui me dit que dans mon métier, elle utilise des outils, d'intelligence artificielle générative, par exemple, ou, qui me fait la promesse de me dire: «Bah, je vais accompagner ta formation dans la maîtrise de cette technologie parce qu'on a déjà enclenché un processus de réinvention des métiers. Et d'ailleurs, en tant que candidat, on comptera sur toi, une fois que tu seras dans nos équipes, pour nous aider
avec ton expertise actuelle, à réinventer le métier de demain. Et donc, vous voyez que d'un point de vue candidat ou d'un point de vue collaborateur, l'argument de marque employeur, hein, on parle de ça, hein, et c'est de ça dont ces éléments-là que vous connaissez bien, mais euh, c'est très différent du seul baby-foot. C'est-à-dire que là, on est en train de te dire, bah, rejoignez-nous parce qu'on est en train de penser le métier de demain ou notre secteur de demain, et on a besoin de vous, on a besoin de votre expertise. Et donc ça, d'un point de vue attractivité et d'un point de vue formation, c'est essentiel. Mais le dernier sujet sur lequel les entreprises vont également pouvoir se différencier, c'est finalement la gestion de carrière. Aujourd'hui, il y a tout un tas de collaborateurs dans l'entreprise qui exercent un métier A qui va beaucoup évoluer dans les années à venir. La question, c'est comment on accompagne ces personnes. Soit parce qu'elles feront le même métier demain, mais il aura beaucoup évolué, soit parce que ces personnes vont être attirées par des métiers émergents qui vont être encore plus importants dans l'entreprise pour demain et qui voudront être accompagnés vers cette reconversion. Demain, quand on reprend le chiffre des 70%, il faut bien imaginer qu'on va tous être en reconversion. C'est-à-dire que quand bien même on ne change pas de travail, on sera en reconversion. Et donc, quelle est la capacité de mon entreprise à m'accompagner dans cette phase de reconversion et donc finalement de mobilité interne dans l'entreprise. Et donc, on commence à avoir effectivement des discussions intéressantes avec un certain nombre d'entreprises qui nous disent, bah, moi, je pense déjà à ça demain. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai plein de collaborateurs déjà disponibles dans mon entreprise ou dans mon groupe parce que j'ai plusieurs filiales. Comment je vais imaginer leur parcours de carrière à l'aune de la réinvention de leur métier? Mais à nouveau, ça nécessite d'anticiper un peu tout ça. Ça nécessite de commencer dès maintenant à y travailler pour être prêt le plus tôt possible. Et j'ai l'impression que LinkedIn peut aider à faire ça. On a évoqué tout à l'heure, hein, LinkedIn est un formidable observatoire, en termes de tendance sur le marché de l'emploi, mais effectivement LinkedIn, c'est aussi autre chose. On va voir ça avec toi un peu plus concrètement. Oui, tout à fait. Alors, je le disais effectivement, on est à l'an 2 de l'IA, et très rapidement LinkedIn, s'est emparé de cette toute nouvelle technologie pour mettre à disposition des entreprises des outils, hein, qui sont, réellement aujourd'hui dopés à l'IA. On a la chance de faire partie de Microsoft et donc on a les capacités de recherche et de développement aussi, les infrastructures qui nous permettent d'avancer rapidement. Je vais en parler un peu dans les solutions qui sont, bien connues, des entreprises aujourd'hui. Comment on a avec l'IA doper nos solutions, mais je vais également parler des programmes d'acculturation et de mise en œuvre de l'IA qu'on est capable de mettre en place avec les entreprises, qu'on met en place là avec les entreprises au travers de notre plateforme dédiée. Et puis, la manière également dont on a inclus les enjeux de mobilité interne, justement, pour répondre à cet accompagnement nécessaire des collaborateurs dans leur développement. Donc l'IA est un peu game changer aussi pour LinkedIn, hein? L'IA sera game changer et j'ai envie de te dire, la bonne nouvelle, c'est qu'on a commencé très tôt, qu'on est assez en avance, et que, bah, dans les exemples que je vais te, montrer, on va pouvoir regarder ça. Déjà, alors, l'outil, LinkedIn par excellence, le plus connu, hein, LinkedIn, Recruteur, avait de l'IA dans ses algorithmes depuis très longtemps, de l'IA générative déjà en 2024, puisqu'on permet désormais aux, recruteurs de créer des messages, pour les candidats qui sont draftés avec de l'IA générative, qu'on commence à utiliser LinkedIn Recruteur en mode conversationnel, donc un peu comme on utilise ChatGPT. Ça, c'est déjà disponible pour les entreprises déjà dans LinkedIn Recruiter, la version actuelle. Ce qu'on vient d'annoncer, c'est l'agent recruteur. C'est l'agent IA qui sera disponible dans l'outil dès l'année prochaine et qui va pouvoir commencer à réaliser lui-même les tâches chronophages, répétitives dont on parlait tout à l'heure, celle du recruteur, sur lesquelles il passe du temps, mais finalement, il aimerait bien qu'on lui simplifie la vie. Et donc, on a en prévision, il y a déjà un certain nombre d'entreprises qui utilisent l'IA, l'agent IA dans Recruteur. Et d'ici l'année prochaine, on va généraliser le déploiement de cet assistant. C'est ce qu'on est en train de voir là sur les petites vidéos, qui tournent, c'est Oui, ça? absolument. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas sur LinkedIn à taper effectivement dans le moteur de recherche assistant IA. Vous allez voir tout un tas de vidéos, de démos qui ont été annoncées très récemment dans notre événement Talent Connect pour parler de cette nouvelle assistant. Le deuxième exemple, c'est dans LinkedIn Learning. Donc, à nouveau, déjà en 2024, on avait intégré un assistant conversationnel, un coach conversationnel avec qui les apprenants pouvaient discuter de leur développement de compétences en lien avec leur profil et en lien avec leur objectif de carrière.
Et comme l'IA, le coach IA a été alimenté par toutes les vidéos de formation sur l'ensemble des sujets disponibles sur la plateforme, le coach est en capacité à aider l'apprenant à l'orienter vers des contenus, mais aussi vers des bonnes pratiques immédiatement applicables. Et puis, c'est une conversation. Donc, le coach va poser des questions pour essayer de mieux comprendre, mieux affiner quel est exactement le besoin de l'apprenant. Ça existe déjà pour toutes les personnes qui utilisent LinkedIn Learning. On a déjà intégré en 2024 l'IA de cette façon. Là où on va aller encore plus loin l'année prochaine, c'est qu'on va passer à la partie vocale. C'est-à-dire qu'on va pouvoir désormais converser, discuter avec le coach pour s'entraîner. Par exemple, je suis un manager, j'ai besoin de m'entraîner sur donner des feedbacks à mon équipe. Je vais pouvoir m'entraîner avec un coach. Et le coach va me parler, m'écouter, me répondre de façon tout à fait naturelle et à la fin, me dire quelles ont été en quelque sorte mes forces et mes faiblesses. Quels sont les points sur lesquels je vais pouvoir m'améliorer pour la suite. Donc on va pouvoir se réentraîner ou il va pouvoir prendre ces points et les appliquer dans son quotidien. Donc il y a tout un tas de cas d'usage qui ont été pensés par les équipes LinkedIn pour ce coach AI vocal avec qui les utilisateurs vont pouvoir échanger réellement, comme dans une discussion naturelle, pour s'entraîner. Donc ça, c'était vraiment les nouveautés qu'on vient d'annoncer sur nos plateformes qui intégraient déjà de l'IA et pour lesquelles on va aller encore plus loin l'année prochaine. Donc là, on dépasse le côté, je regarde une vidéo pour me former, je suis vraiment en interaction, avec, un coach. Donc c'est vraiment effectivement, game changer et ça te permet de développer tes soft skills, si je comprends Oui, bien. absolument, absolument et on le sait, l'IA, c'est aussi une façon de réinventer la manière dont on se forme et donc on a saisi cette opportunité pour réinventer la manière dont, au quotidien, parce que je le disais auparavant, hein, c'est important de continuer à se former en permanence, on a utilisé cette technologie pour aller, réinventer la manière dont on apprend et c'est particulièrement, intéressant et excitant et on voulait, mettre ça à disposition, des entreprises également. Mais on met également à disposition tout un tas de cursus de formation qui vont là permettre de travailler vraiment sur l'acculturation à proprement parler de l'IA, l'acculturation et la mise en pratique. C'est ça qui est intéressant, je le rappelle, hein, on est à l'ère 2 de l'IA, mais il faut avoir dépassé le stade de la compréhension de l'outil et de l'opportunité. Ça, c'est clair, ça, c'est assez évident, tout le monde le reconnaît. Maintenant, il faut passer à l'étape d'après. Comment on met en pratique? Et donc, on a développé et on continue de développer tout un ensemble de cours disponibles sur notre plateforme. On fait des certifications aussi avec Microsoft, qui est effectivement également très reconnu dans le domaine, pour que vous puissiez, pour que les entreprises, pour que les apprenants puissent aller un cran plus loin et finalement utiliser toutes ces compétences, toutes ces connaissances apprises pour faire l'exercice de projection dont je parlais tout à l'heure. Parce que pour bien faire cet exercice, il faut quand même savoir un peu de quoi il s'agit. Et puis, il faut un peu l'imaginer dans son contexte en particulier, dans son métier en particulier. Donc, ces programmes d'acculturation sont essentiels. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que c'est dans le même environnement que ce fameux coach AI qui permet d'aller encore plus loin dans la personnalisation de l'expérience apprenant. Et c'est sur ça qu'on a voulu mettre l'accent et miser. Et là, je vous partage également le fait que tous ces contenus sont aussi contextualisés, personnalisés pour les différentes fonctions dans l'entreprise. J'ai mis quelques exemples pour la fonction RH, mais il y a tout un tas de contenus pour le marketing, pour la finance, la comptabilité, les équipes IT qui, dans l'entreprise, ont besoin de savoir comment s'approprier cette technologie. Et pour finir, sur le sujet de la mobilité interne, idem. On sait que c'est un enjeu capital. LinkedIn n'a pas voulu créer un nouvel outil pour traiter de ce sujet. Parce qu'on aurait probablement recréé un silo. Il y a déjà suffisamment de silos dans les entreprises et dans les fonctions RH aujourd'hui qu'on essaie justement de casser. Nous, on s'est dit, en fait, on n'a pas besoin, tout simplement parce qu'on peut s'appuyer sur notre plateforme LinkedIn Learning d'un côté, qui est la plateforme pour les apprenants par excellence, dans laquelle on va les laisser exprimer des souhaits de mobilité. Et en fonction de ces souhaits, ils vont pouvoir faire deux choses: accéder aux offres d'emploi qui seraient publiques ou internes seulement à l'entreprise pour candidater à ces postes internes, ou tout simplement manifester un intérêt. Et manifester un intérêt, ça veut dire, moi aujourd'hui, je fais partie de telle entreprise, voire de telle filiale, j'ai envie de lever la main et d'être visible par tous les recruteurs internes de mon entreprise sur tel nouveau poste. Parce que c'est l'évolution que je souhaite donner à ma carrière. Je n'ai pas forcément envie de partir de l'entreprise. Par contre, j'ai envie qu'on me propose quelque chose ou qu'on m'accompagne.
Et du coup, on a utilisé LinkedIn Recruiter comme l'outil pour les RH pour permettre d'identifier ces collaborateurs internes. Et dans le même outil, c'est-à-dire dans LinkedIn Learning et LinkedIn Recruiter, on a finalement tout simplement ajouté des fonctionnalités qui vont permettre très facilement de gérer la mobilité interne. Et c'est important parce qu'on sait déjà que les équipes RH ont trop d'outils en général à gérer, donc on n'a pas voulu en rajouter un autre. Pour autant, on a tout simplement intégré ces deux outils pour faire simple. Retenez qu'il faut faire simple. Les collaborateurs reprochent souvent qu'il y a trop d'outils, qu'il y a trop de process, et cetera. Faites simple, ne multipliez surtout pas les outils, d'accord? Utilisez ceux que vous avez déjà et c'est ce qu'on a fait côté LinkedIn en rajoutant des fonctionnalités qui permettent d'adresser ces enjeux de mobilité interne, d'accord? Cette intégration suffit finalement parce que LinkedIn Recruiter, ça permet de recruter tous les candidats à l'externe et on avait oublié que ça permettait aussi potentiellement de recruter les candidats à l'interne. Mais en le connectant avec LinkedIn Learning, on est capable de capter des signaux que les recruteurs n'auraient pas eu sur leurs propres candidats internes. Et c'est cette connexion qui est essentielle et qui est assez unique, hein. Je pense qu'aujourd'hui, il y a peu d'autres outils qui sont capables de faire ça, de combiner l'ensemble des enjeux d'attractivité, de recrutement, de formation et de gestion des carrières. Donc c'est exactement ça qu'on fait. Et d'ailleurs, je voulais vous donner un exemple d'une entreprise bien connue en France, le groupe Crédit Agricole. Pour ceux qui connaissent, vous savez, c'est deux grands bassins, le côté Crédit Agricole SA avec toutes les filiales France internationales telles que CACIB, Amundi, LCL, et puis de l'autre, il y a le bassin des caisses régionales. Moi, j'ai la chance de travailler avec ce groupe depuis 6 ans maintenant, depuis que je suis chez LinkedIn finalement. Et c'est un groupe qui est très en avance sur ces sujets, ou en tout cas qui a envie de prendre de l'avance et qui a envie de continuer à maintenir cette avance. Bénédicte Chrétien, qui est la DRH de Crédit Agricole SA, avait cette volonté de dire bah, notre projet humain, qui est en fait leur stratégie RH, doit réellement tenir ses promesses auprès des collaborateurs. Moi, j'ai envie que les collaborateurs du groupe restent chez nous et fassent des carrières longues, mais pas forcément au même endroit. L'enjeu qu'on doit et la promesse qu'on doit leur délivrer, c'est d'être en capacité de finalement passer d'une entité à une autre assez facilement, tout en garantissant mon employabilité et donc mes compétences. Et comment je vais pouvoir mettre en place un outil qui va couvrir l'ensemble de mes entités en France et à l'international? Eh bien, on a mis en place LinkedIn Learning et LinkedIn Recruiter. Aujourd'hui, pour une population de 85 000 collaborateurs, qui correspond au bassin CASA des filiales France et internationales. Et puis, on continuera les discussions pour le bassin des caisses régionales. Mais 85 000 collaborateurs, c'est quand même assez énorme. L'enjeu, c'est que tous ces collaborateurs disposent d'un seul outil, c'est-à-dire LinkedIn Learning, pour développer leurs compétences et demain aussi exprimer leurs souhaits de mobilité interne et leur possibilité de candidater à des offres internes, c'est-à-dire, en fait, ça recrée une sorte d'écosystème. Le groupe Crédit Agricole a permis à ses 85 000 collaborateurs d'être sur un écosystème LinkedIn fermé, propre au groupe, sur lesquels on peut se développer, avoir accès à des offres d'emploi. Certaines sont publiques, mais certaines demain seront aussi 100% internes, hein, uniquement réservées aux collaborateurs du groupe, et de pouvoir naviguer d'une entité à une autre. Ce que ne veut pas la DRH, c'est perdre les talents. Parce que finalement, on peut imaginer que demain, on continue de faire des carrières au sein du groupe Crédit Agricole en passant de LCL à CACIB, voire à Amundi, mais en ayant à chaque fois un nouveau poste, des nouvelles compétences et bah, bien sûr mettre en place les compétences en IA parce qu'ils ont utilisé également LinkedIn Learning pour lancer un grand programme d'acculturation à l'IA, la chance hein, d'être sur une plateforme où il y a tous ses collaborateurs. Donc, en même temps, tout le monde a une campagne de formation avec tout un tas de contenus qui sont sélectionnés, qui sont à la fois issus du catalogue LinkedIn Learning, mais qui sont aussi des contenus que le groupe a créés directement, qui sont rassemblés au même endroit. À nouveau, c'est important, hein, un seul outil, pas plusieurs, et qui permettent aux collaborateurs de suivre ce programme. Il y aura probablement d'autres programmes. Là, c'est un programme sur l'IA, mais je sais qu'il y a beaucoup d'enjeux au sein du groupe, en matière de RSE aussi, par exemple. Donc, ils pourront utiliser cette plateforme unique, qui est la même plateforme utilisée en Asie, en Europe, aux États-Unis, par l'ensemble des collaborateurs, et qui permet finalement d'avoir cette politique unique pour l'ensemble du groupe. Et pour ceux qui connaissent un peu Crédit Agricole, ce n'est pas
a priori un exemple de centralisation d'entreprise. Toutes les entités sont très indépendantes, très autonomes. Pour autant, il y a des enjeux un peu macro qu'il faut réussir à couvrir et se doter des solutions LinkedIn était pour la DRH une possibilité d'atteindre cet objectif un peu unique. OK, super intéressant. Alors, si je comprends bien, en fait, tu vas, faciliter la vie des collaborateurs en leur mettant à disposition un outil qu'ils utilisent déjà au quotidien. Donc, c'est ça le vrai petit truc en plus, qui est que, bah, non, ils sont pas obligés de se connecter à une autre plateforme pour faire leur mobilité ou une autre plateforme pour faire la formation. Tout est réuni all in one, chez LinkedIn, c'est vachement bien. On en a fini avec notre, présentation. Lucile, est-ce que dans ta cabine, tu as des questions? Oui, j'en ai 2 pour vous. Ah, Alors, je partage alors, il y a Sandrine qui n'est plus connectée, mais qui sera ravie de voir le replay, qui se demandait si, vous aviez des conseils, car il existe un grand nombre d'organismes qui proposent des formations pour s'approprier comment utiliser l'IA, notamment dans les métiers RH. Elle ah bah précise: «Tout bouge bah, si très vite». Sandrine était restée connectée, elle aurait vu la proposition de faite par LinkedIn, ouais. Oui, Ouais. oui, en fait, mais je vais redonner la réponse. Ce qui est important, c'est, de se doter d'une plateforme qui couvre, les besoins de la fonction RH, mais pas que. Qui couvre les besoins de la fonction RH pour les compétences, techniques, mais pas que. Parce que je l'ai dit, les compétences, humaines et comportementales sont importantes et c'est la promesse. En tout cas, c'est ce que nous on fait au travers de la plateforme LinkedIn Learning. On travaille avec tout un tas d'experts dans leur domaine, hein. L'ensemble des cours de LinkedIn, sont développés avec nos ingénieurs pédagogiques et des experts externes. Mais on va identifier, via le réseau aussi, hein, les personnes qui vont être les plus à même de parler et de traiter des différents sujets. Donc, on va prendre un expert RH pour parler de l'IA dans la RH. Et ça, c'est important. Et avec notre plateforme, on est capable de couvrir les besoins de toutes les fonctions dans l'entreprise et donc d'imaginer des déploiements à l'échelle de ce type de plateforme. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a fait avec Crédit Agricole pour 85 000 personnes. Mais on a plein d'autres exemples. Une autre question de la part de Gilles qui demande si on utilise ces outils, que deviennent les données saisies? Avec RGPD, surtout le souhait de maîtriser les profils de nos collaborateurs et éviter que tout fuite sur internet, nous devons rester vigilants. Ouais, c'est une très bonne question. Déjà, il faut savoir que, LinkedIn, se positionne comme une plateforme de confiance depuis toujours. Il faut savoir que sur LinkedIn, on est présent avec sa vraie identité, il y a pas de possibilité d'anonymat et ça garantit déjà une certaine, sécurité et confiance par l'ensemble des, entreprises qui, l'utilisent. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la RGPD, qui est, une réglementation européenne, LinkedIn a décidé de l'appliquer au niveau mondial, d'accord? Donc qui peut le plus, peut le moins. On a décidé d'appliquer la RGPD à l'ensemble des utilisateurs partout dans le monde. Enfin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'exemple, par exemple du Crédit Agricole, mais de toutes les entreprises qui utilisent LinkedIn Learning comme une plateforme de développement de compétences et de mobilité, c'est que c'est un espace clos, c'est un environnement fermé qui n'est pas directement relié avec les données de LinkedIn.com. D'accord? Donc c'est une solution entreprise pour lesquelles les collaborateurs de n'importe quelle entreprise vont pouvoir se connecter et ajouter leur profil LinkedIn ou pas. Mais s'ils ajoutent leur profil LinkedIn pour débloquer certaines fonctionnalités sociales, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de transfert de données avec l'activité que les collaborateurs pourraient avoir dans leur usage de LinkedIn.com. C'est-à-dire que l'entreprise, à aucun moment, ne peut récupérer des données sur les posts que telle personne fait, les contacts de cette personne. Donc, c'est deux environnements clos. Le fait d'avoir un profil LinkedIn permet d'avoir des fonctionnalités sociales dans LinkedIn Learning, mais ça reste une solution entreprise. Et les données restent la propriété de l'entreprise et ne peuvent pas être partagées publiquement. Merci Jérémy. Une dernière question de Laurence qui demande si utiliser LinkedIn pour la mobilité nécessite une autre licence que LinkedIn Recruteur ou est-ce une extension? C'est une bonne question et je reviens sur le fait qu'on a volontairement, on n'a pas inventé un nouveau produit pour gérer la mobilité interne. Je sais que, parfois, dans les entreprises aujourd'hui, on se dit: «Bah, tel sujet, tel outil» parce que, bah, on veut le meilleur outil pour, tel sujet. La réalité, c'est que du coup, ça multiplie et donc le collaborateur se retrouve à utiliser un premier outil pour dire
quelles compétences est-ce qu'il a aujourd'hui, un deuxième outil pour dire quel souhait de mobilité est-ce qu'il voudrait avoir, et un troisième outil pour développer ses compétences. C'était tout ce qu'on voulait éviter. C'est-à-dire qu'on a utilisé les solutions qui existaient déjà, que ce soit pour le collaborateur ou que ce soit pour le recruteur, pour éviter de dupliquer. Et donc, pour répondre à la question, effectivement, c'est le même outil LinkedIn Recruteur, qu'on fasse du recrutement interne ou du recrutement externe. C'est exactement les mêmes fonctionnalités, sauf qu'elles sont appliquées à des candidats internes et qu'on a fait une connexion avec LinkedIn Learning pour capter les signaux, les souhaits de mobilité interne qui sont des informations auxquelles les recruteurs pourraient ne pas avoir accès sur des candidats internes. Et donc, des candidats internes qui lèveraient la main en disant bah, « moi, je suis intéressé pour une mobilité au sein de mon groupe », je lève la main dans LinkedIn Learning et le recruteur interne obtient ce signal dans Recruteur. Mais c'est la même version de LinkedIn Recruteur que celle qui est déjà utilisée par les entreprises aujourd'hui pour faire du recrutement externe. Et Après, je alors, on se demande s'il y a un impact sur le prix. Non, il n'y a pas d'impact sur le prix, tout simplement parce que dans la manière dont LinkedIn propose cet outil aux entreprises, on a la volonté d'avoir rajouté ce cas d'usage, mais sans extension, sans modification du prix, et de permettre aux entreprises de pouvoir faire du recrutement interne et externe avec le même outil. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est LinkedIn Recruiter, un outil collaboratif, ben, au sein d'une entreprise, on va pouvoir très facilement collaborer sur des projets de recrutement de viviers internes. D'accord ? Et ça va être aussi un outil de communication pour les équipes RH, que ce soit du recrutement externe ou du recrutement interne. C'est ça l'enjeu, c'est de se dire on n'invente pas un nouvel outil, on utilise un outil qu'on a déjà, on rajoute des fonctionnalités qui permettent d'aller encore plus loin et de traiter un nouveau cas d'usage. Merci Jérémy. Il n'y a plus de questions dans le chat. Eh bien, merci beaucoup Jérémy. C'était très Merci, Laure. éclairant. Donc, ben, je crois que ça y est, on sait, hein, l'IA est ici, le changement, c'est maintenant, ou c'était déjà hier, mais faut vraiment actionner les choses. Et puis, bah, maintenant, on sait que LinkedIn a fait aussi sa propre mue, commence à être game changer, donc bien sûr sur les outils qu'il maîtrisait, puis, bah, game changer parce que, finalement, on a une fonctionnalité qui est LinkedIn Learning. On l'a fait un tout petit peu évoluer pour pouvoir accompagner les RH, dans l'ensemble de leurs, projets, RH et dans leur, politique RH. Donc n'hésitez pas évidemment à nous contacter, ou à contacter nos amis de LinkedIn, pour en savoir un peu plus, si vous voulez, travailler spécifiquement sur vos projets. Merci à tous, de nous avoir, suivis dans cette nouvelle édition de Fait comme chez Watt, et donc j'ai l'impression que LinkedIn a un peu fait comme chez Watt. Merci beaucoup, Laure. Merci à tous. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir.